D'abord, je suis très contente d'avoir été invitée, très honorée. Il y a quelques années, on avait reçu le prix de l'association pour un travail de prévention du décrochage scolaire. Donc je remercie beaucoup l'association qui nous a permis de lancer ce projet qui se poursuit aujourd'hui. Alors, quelques rappels de définition. Donc, tout le monde la connaît, je pense, la définition OMS de la santé, qui est un état complet de bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. La santé mentale est donc un des aspects de la santé. Et j'ai pris une citation du Haut Comité de santé publique. La santé mentale devrait s'accompagner d'une optimisation des possibilités d'expression du projet de vie de chacun. Cela supposerait d'accompagner l'être humain dans sa croissance, de permettre à chacun de trouver les moyens nécessaires au plein développement de son activité psychique et affective et de lui permettre une insertion, on aurait pu rajouter scolaire et sociale. Voilà. Donc ce petit rappel. Donc la santé mentale, vous l'aurez compris, résulte de nombreux déterminants. C'est une notion complexe. Et elle peut être altérée à différents degrés, selon différentes intensités. Donc moi, je vais parler de la souffrance psychique, qui en fait n'est pas un symptôme médical, mais qui concerne la santé mentale. Elle désigne, la souffrance psychique, une douleur, un mal-être qui est secondaire à des facteurs très variables. Il peut s'agir effectivement, comme on vient d'en parler, ça peut être secondaire à un handicap, ça peut être secondaire à un problème de santé physique, ça peut être bien souvent secondaire à des facteurs socio-économiques, et ça j'insiste sur ce point parce qu'il faut y insister, je pense, des facteurs familiaux et des facteurs traumatiques et autres. Alors bien sûr, ça entrave la souffrance psychique, elle entrave le développement de l'individu sans être une maladie, et elle entrave la réalisation de l'individu dans tous les domaines de sa vie. Donc, lorsque cette souffrance psychique ou psychosociale est à différencier de la pathologie psychiatrique, j'insiste aussi sur ce point, et on verra pourquoi ensuite. La pathologie psychiatrique peut en revanche être une complication de la souffrance psychique si on n'intervient pas suffisamment précocement sur le problème qui se pose pour l'individu. Bien évidemment, il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui relève de la souffrance psychique ou psychosociale de ce qui relève de la pathologie. Et c'est pour ça qu'il faut travailler en partenariat. Je vais expliquer ensuite comment on peut le faire pour distinguer aussi les deux choses et ne pas psychiatriser, entre guillemets, toute situation de souffrance psychique. Alors, donc, moi je m'occupe d'adolescents, et vous l'aurez compris, et la souffrance psychique de l'adolescent est bien sûr dépendante de sa personne propre, c'est-à-dire de sa personnalité, et sa personnalité étant elle-même très dépendante du parcours de vie qu'il a suivi. Et il y a aussi tout l'environnement socio-familial de l'adolescent qui est très important dans la santé psychique de cet adolescent. Et cet environnement inclut, bien entendu, l'institution scolaire dont on parle aujourd'hui. Alors, le plus souvent, il faut analyser, non pas le plus souvent, constamment, il faut analyser la santé psychique de l'adolescent, il faut analyser son environnement pour la comprendre. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de ce que nous dit l'adolescent ou de ce qu'on voit, de sa souffrance psychique éventuelle, mais on doit aller voir autour de lui ce qui se passe à tout niveau. Et ensuite, on va résoudre le problème de la souffrance psychique d'un adolescent, non seulement en travaillant avec lui, bien sûr, en l'écoutant et en parlant avec lui, mais on va résoudre cette souffrance psychique avant tout par des aménagements environnementaux. C'est ce qui rejoint la question dont on parlait juste avant. Donc l'adolescent n'existe pas seul, il existe
dans un environnement donné, et c'est sur cet environnement qu'il va nous falloir jouer. Alors l'école, bien sûr, peut venir révéler des souffrances psychiques, ça c'est l'aspect, je dirais, positif de l'interaction entre l'adolescent et l'institution scolaire, c'est qu'on va déceler dans l'institution scolaire des états de souffrance de l'adolescent, hein, et elles vont être prises en compte et elles vont être aménagées ou soulagées. Et là, ce sera vraiment un travail de prévention qui se met en place. Mais l'école, bien sûr, et on l'a déjà évoqué, peut induire, générer des souffrances psychiques parce que l'interaction entre l'élève et entre l'adolescent et l'élève n'est pas toujours heureuse. On pourra en parler plus si vous le voulez, mais la présentation de l'apprentissage à l'élève ne lui convient pas forcément, hein, et peut générer une dévalorisation, une mésestime de lui-même et beaucoup de souffrance ou d'humiliation. Et c'est sur ce point qu'il faut effectivement entendre comprendre, je veux dire, les rencontres difficiles entre un adolescent et l'institution scolaire. Alors, pour dire les choses de manière assez schématique, grosso modo, un adolescent qui va bien, hein, à l'école, au sein de l'institution scolaire, il est fluide, il est labile, il est adaptable, c'est quelqu'un donc qui est toujours en mouvement, hein, et qui entend ce que dit son environnement, son entourage, même si il n'obéit pas forcément à ce qu'on lui dit. Mais on sent qu'il y a une sensibilité et une écoute des adultes. Non, excusez-moi, voilà. À l'inverse, si on se place à l'extrême inverse, hein, sur le continuum que je vous ai donné, c'est-à-dire santé, bien-être, souffrance psychique, puis pathologie psychiatrique, à l'inverse, la pathologie se décèle parce qu'elle est particulièrement fixe. Et il y a une rigidité et un caractère répétitif des comportements ou des paroles de l'adolescent, et souvent une réactivité majeure au jugement ou à l'intervention des adultes qui l'entourent. Donc on sent une inaccessibilité chez l'adolescent malade très forte. Il est enfermé souvent dans certaines activités répétitives. Il ne peut pas investir, comme vous et moi, ce qui l'entoure, le monde extérieur, et notamment l'apprentissage. Et souvent, il renonce non seulement à apprendre, mais il renonce aussi à des activités plaisantes, de loisirs ou autres. Donc, il sabote lui-même son potentiel parce qu'il va mal. Alors très rapidement, parce que je pense que vous les connaissez puis que je ne dois pas être trop longue, les signes de souffrance psychique, ce sont évidemment en premier lieu, on a parlé du corps tout à l'heure, hein, les plaintes corporelles chez l'adolescent qui perdurent ou qui se répètent, hein, sont à prendre en compte. La consommation bien sûr régulière de toxiques, les sorties permanentes, l'agressivité, les actes de violence au pire, les actes délinquants bien évidemment, le repli sur soi, l'évitement des relations avec l'autre est un signe de souffrance psychique, le fléchissement bien sûr des résultats scolaires ou de l'investissement scolaire, les attaques du corps. Quand on dit les attaques du corps, c'est aussi bien à un extrême la tentative de suicide que de l'autre côté, les événements plus mineurs, tatouages, piercings, lorsqu'ils sont nombreux, répétés et qu'ils marquent le corps. Et les idées ou les menaces suicidaires, bien entendu. Alors, les signes, donc là, c'était grosso modo les signes de souffrance psychique. Là, je passe aux signes d'émergence d'une pathologie psychiatrique. Alors,
changement soudain de comportement de l'adolescent ou variation extrême dans son humeur sans raison apparente, la négligence majeure du corps, de l'hygiène, de la vêture sont des signes aussi de souffrance, l'insomnie massive, la bizarrerie du discours qui peut devenir incohérent, les hallucinations bien entendu, l'anxiété majeure ou l'angoisse, et puis l'apparition plus insidieuse de peurs qui sont irraisonnées ou excessives, d'idées obsédantes, de rituels, de manies que l'on peut très bien observer dans le cadre de l'école. Alors, là j'ai mis une citation de Philippe Jamet, donc, qui est pédopsychiatre, qui nous dit « Aucun signe considéré isolément ou indépendamment des autres ne suffit à présumer d'une souffrance psychique, ni à affirmer une dimension pathologique. Face à des comportements, des attitudes qui nous inquiètent, il faut toujours appréhender la situation de façon plus globale et se montrer attentif aux comportements et aux propos de l'adolescent dans leur ensemble pendant une durée suffisamment longue. » Là, je pense que c'est un point très important, c'est-à-dire on ne s'arrête pas à un comportement un jour donné pour dire que l'adolescent a un problème, mais on observe, on met en place une vigilance d'ensemble par rapport à la situation de l'adolescent. Alors, concernant les signes de souffrance psychique, il peut bien entendu s'agir de symptômes transitoires, des signes d'un malaise passager, mais qu'il ne faut pas laisser s'installer. Ni il ne faut dramatiser, ni il ne faut laisser s'installer des signes de souffrance psychique. Donc, il convient d'agir. Alors, vous le faites, enfin, je pense que vous êtes tous des professionnels concernés par ces soucis. En premier lieu, agir, c'est effectivement être en équipe au sein de l'institution scolaire pour analyser la situation globalement, comme je viens de le dire, être en équipe avec la famille de l'adolescent, quand c'est possible, pour essayer de comprendre et de repérer si ces manifestations existent en dehors du système de l'école, et évidemment mettre en place un travail, un suivi ou un travail psychologique s'il apparaît que les choses durent. Concernant les signes plus alarmants, qui sont les signes de pathologie psychiatrique, bien entendu, là, il y a nécessité d'une intervention rapide, mais je dirais à la limite, c'est peut-être le plus facile quand un adolescent est halluciné, suicidaire et incohérent. On interviendra bien évidemment. En général, il ira vite aux urgences ou il sera vu par un médecin rapidement, alors que les signes de souffrance psychique sont plus insidieux et pas toujours bien repérés. Alors, agir comment? Et je voulais venir à ce point qui me paraît essentiel. Moi, je trouve que l'institution scolaire, même si elle ne fonctionne pas toujours comme on le voudrait, a des missions extrêmement exigeantes et extrêmement nombreuses. Instruire, promouvoir la santé, prendre soin des adolescents, accompagner ceux qui sont blessés ou handicapés. Elle est sur le front du repérage, l'école, c'est énormément de choses. Et la meilleure manière de pouvoir faire face à toutes ces exigences, je pense, c'est qu'il y ait un travail partenarial posé comme base dans l'institution scolaire. Et quand je parle de partenariat, je ne parle pas seulement du partenariat intra-institutionnel qui doit bien sûr exister. Ce n'est pas toujours le cas non plus, puisque moi, avec la Maison des adolescents, on voit sur un demi-département, on a affaire à beaucoup d'institutions scolaires, et parfois le partenariat intra-institutionnel est difficile et bloque de ce fait l'action qu'on pourrait avoir auprès des élèves en souffrance. Mais le travail partenariat extérieur, c'est à poser comme essentiel, indispensable. C'est-à-dire qu'au fond, une institution scolaire devrait repérer autour d'elle les partenaires extérieurs de proximité qui existent, établir des liens avec eux et avoir donc en place, si vous voulez, une sorte de réseau partenarial qui permet de prendre en charge, avec des gens de compétences diverses, les différents problèmes que rencontre l'adolescent.
ce serait le moyen, effectivement, de donner une réponse rapide aux professionnels qui sont en difficulté ou aux équipes en difficulté, de pouvoir avoir une évaluation adéquate de l'adolescent qui va mal et de pouvoir l'orienter dans des délais raisonnables sans que la situation s'enquiste ou fasse souffrir aussi les autres ou même fasse souffrir l'institution aussi. Donc moi, je veux vous parler des maisons des adolescents parce que l'accès à la psychiatrie proprement dite a toujours été un problème en soi, d'abord parce qu'elle est stigmatisante, la psychiatrie. Je pense qu'on n'a pas vraiment réussi à modifier suffisamment les représentations qu'ont les gens des problèmes psychiatriques et que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile non plus parce que le système psychiatrique est totalement encombré et saturé actuellement, puisque vous savez que pour tout ce qui concerne des problèmes sociétaux ou sociaux, on s'adresse désormais à la psychiatrie comme si la psychiatrie avait les moyens de gérer à la fois les problèmes de radicalisation, les problèmes traumatiques, les problèmes, et j'en passe, voilà. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'abondance de demandes qui sont faites à la psychiatrie, qui sont parfois totalement erronées. C'est pour ça que tout à l'heure, par exemple, je disais, insistons sur les facteurs socio-économiques dans la souffrance psychique, dans la genèse de la souffrance psychique, qui ne relève absolument pas de la psychiatrie. Si vous êtes sans logement fixe, avec des parents qui sont en grande difficulté, en grande précarité, effectivement, vous souffrez. Mais vous souffrez, il est normal de souffrir dans cette situation. Donc, ce qui doit être corrigé, ce sont les éléments socio-économiques de base. Voilà. Donc, les maisons des adolescents, ce n'est pas la psychiatrie. Ce sont des institutions qui existent maintenant depuis 2005, qui sont chargées justement d'être une interface pour les adolescents et les problèmes d'adolescents entre tous les domaines qui concernent l'adolescent, qu'il s'agisse du sanitaire, qu'il s'agisse de l'éducatif, du social, du judiciaire, et j'en oublie, du scolaire bien sûr. Et une interface, c'est-à-dire que les maisons des adolescents, il y en a une par département. Elles travaillent en réseau avec tous ces champs disciplinaires et elles sont au fond là pour répondre rapidement aux demandes des professionnels qui sont en difficulté, rapidement aux demandes des adolescents et des familles qui le sont également. Et elles vont proposer différentes réponses. Elles peuvent évaluer la situation directement, elles peuvent réfléchir avec les professionnels aux solutions qui pourraient être apportées, elles peuvent proposer des aménagements environnementaux qui permettraient que l'adolescent et sa famille puissent aller mieux et qu'on puisse avancer de meilleure façon ensemble. Donc, j'aimerais simplement peut-être que vous retenez ce message, c'est-à-dire que moi qui travaille à la fois sur un intersecteur de psychiatrie et à la fois dans une maison des adolescents, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut absolument utiliser l'interface des maisons des adolescents, à mon sens, pour essayer de gérer les problèmes de souffrance psychique qui sont rencontrés, qui sont repérés dans l'institution scolaire. Et en conclusion, je voudrais vous dire rappeler que l'adolescent n'existe pas seul et qu'il faut effectivement toujours se préoccuper de son environnement, que l'adolescent souffrant ne demande pas forcément d'aide, et c'est une des grandes caractéristiques de l'adolescent, et qu'il va falloir donc déployer, démultiplier la vigilance pour les adultes qui sont autour de lui, que la souffrance psychique doit être prise en compte pour prévenir une évolution vers la pathologie. Et enfin, donc, le travail partenarial extrêmement important. Je vais m'arrêter là pour ne pas dépasser mon temps et je répondrai aux questions s'il y en a sur tout ça. Merci. Alors, question. Quand un jeune va mal, sans émergence pathologique majeure, qui aller voir? Est-ce qu'il vaut mieux aller voir un généraliste, une consultation à l'hôpital ou autre?
Et évidemment, quand le jeune est réticent, c'est pas forcément simple, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, quel peut être le meilleur relais pour ceux qui ne sont pas en pathologie lourde, en orientation, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Alors, quand un jeune va mal, la première chose, effectivement, c'est de voir quelles sont les ressources de son environnement familial pour l'amener à consulter. Bien souvent, le médecin traitant peut être un recours. Après, si on est sur une situation plus compliquée où le jeune ne veut pas consulter, par exemple, ne veut pas qu'on l'aide, et que effectivement la famille ou que la famille n'a pas beaucoup de ressources à ce niveau-là pour elle-même amener le jeune vers une consultation, eh ben, il faut contacter des professionnels. C'est pour ça que je citais les maisons des adolescents. On est là pour ça. Je rappelle qu'il y en a au moins une par département, parfois plus. C'est-à-dire un simple appel téléphonique. On a essayé de favoriser l'accès. Permet de discuter avec un professionnel qui va donner des indications, qui va recevoir éventuellement les professionnels concernés par cet adolescent si l'adolescent ne veut pas venir, recevoir éventuellement sa famille sans l'adolescent pour essayer de voir comment on va trouver une solution tous ensemble. Et donc je rappelle, partenariat plus, c'est-à-dire que la solution, personne ne l'a individuellement, mais c'est en réfléchissant ensemble qu'on va trouver cette solution. Voilà. Justement, au niveau partenariat, comment les maisons des adolescents travaillent avec les établissements scolaires ? Puisque c'est pas toujours facile en fonction des moyens, du temps, etc. Donc, en quelques mots, est-ce qu'il y a un partenariat particulier ? Alors, sachant que je suppose que chaque département fonctionne aussi à sa manière, mais... Oui, tout à fait. Alors, on travaille beaucoup avec les institutions scolaires. On a des conventions qui sont signées dans chaque département. Il y a une convention en train d'être signée au niveau national avec l'Association nationale des maisons des adolescents. Et nous, sur notre département en tout cas, on répond à toutes les... Alors, la majorité des situations qu'on traite sont adressées par l'éducation nationale. Donc déjà, premier indice du fait qu'on travaille avec l'éducation nationale. Deuxième chose, effectivement, on travaille sur demande, c'est-à-dire on est appelé par les professionnels qui nous connaissent peu à peu, c'est-à-dire qu'il faut s'implanter sur un territoire, ça demande tout un travail de réseau à instaurer. Avec des rappels, parce que c'est les gens, effectivement, il y a tellement de choses qui sont en place, d'associations, que les gens ne gardent pas toujours en tête les solutions qui existent. Donc je crois qu'il faut activer le réseau partenarial régulièrement, le rendre extrêmement vivant, et on passe beaucoup de temps et d'énergie à ça. Et puis, on répond sur demande, donc soit individuellement pour des jeunes qui vont mal, soit à des demandes de formation qui sont formulées ou dont le besoin est ressenti par un établissement scolaire, par exemple, un bassin, par une cellule de veille particulière, parce qu'il y a plein aussi de fonctionnements et de commissions qui existent au sein de l'éducation nationale, qui sont faites pour essayer de fluidifier le parcours des jeunes. Et on essaye, à ce niveau-là, d'être présent sur demande. On travaille aussi sur notre département avec le pôle élèves de la direction des services, de la direction académique des services départementaux, voilà, je vais y arriver, donc qui a instauré un pôle qui permet d'analyser la situation des élèves exclus, pluri-exclus, et de réfléchir à des modes de réinsertion scolaire. Voilà. Mais c'est dit très rapidement parce qu'en fait, on travaille de façon très variée et très souple et très fluide avec chacun des établissements ou l'institution au niveau académique. Et justement, une des questions, c'est est-ce que vous travaillez aussi avec les médecins scolaires ? Je suppose que oui, mais juste pour bien confirmer que oui. Oui. Je travaille avec les médecins scolaires. J'ai des témoins dans la salle, d'ailleurs. Deux dernières questions pour terminer le temps qui nous est imparti. La question étant, vous qui travaillez de l'intérieur, de côté professionnel, est-ce que vous trouvez que le parcours d'accès aux soins psychiques est si difficile ou pas ?
Et est-ce qu'il y aurait possibilité de le simplifier? Alors, en théorie, forcément, mais en quelques mots, voilà, comment il est un petit peu ce parcours? Est-ce qu'il est si complexe que ça ou pas? L'accès aux soins psychiques? Oui. Oui, c'est un parcours un peu complexe parce qu'il faut d'abord que l'adolescent le veuille, que sa famille le souhaite. Déjà... Ensuite, que les spécialistes soient accessibles, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, et je suis bien placée pour en parler. Il n'y a pas de réactivité toujours suffisante de la part des spécialités ou des hôpitaux. Hein, il y a le soin-études aussi, dont on parlera dans la journée, où on attend les places aussi. Voilà, hein, c'est pas toujours facile l'accès concrètement, mais je pense qu'effectivement, l'instauration d'interfaces, hein, je redis un peu la même chose, excusez-moi, je fais passer mon message, hein, les maisons des adolescents ont été conçues pour faciliter, c'est vraiment leur mission, l'accès aux soins. Voilà. Donc d'une manière ou d'une autre, on va intervenir pour rendre plus facile le parcours, surtout pour soutenir la famille dans ce parcours, parce qu'effectivement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas là non plus les gens sont obligés d'aller chercher. Hein, il n'y a pas de lisibilité facile pour aller vers la psychiatrie. Il n'y a pas d'accès simplifié. Ça fait peur, c'est stigmatisant. Voilà. Et donc, il faut absolument dédramatiser cet accès. Et c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Je pense que quand même les choses bougent actuellement pour rendre cet accès un peu plus simple. Merci. Dernière question. Est-ce que les carences éducatives familiales, est-ce qu'elles sont fréquemment à l'origine des souffrances psychiques dans votre exercice clinique? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a vraiment un lien plus particulier entre les carences éducatives familiales et la souffrance psychique ou pas? Sachant qu'évidemment, chaque cas est différent, hein, on est bien d'accord. Mais... Oui. Écoutez... Oui, d'une certaine manière, il y a régulièrement un lien entre des carences éducatives, j'allais dire quelles qu'elles soient, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient autres, dans la souffrance psychique de l'adolescent. Mais un point important à rappeler, c'est que la famille non plus n'existe pas seule. C'est-à-dire que la famille, elle est prise dans un maillage social. Et quand une famille est en souffrance, bien évidemment, elle ne va pas pouvoir donner, entourer l'enfant de manière satisfaisante. Donc, dire carence éducative ou carence affective, oui, mais ce n'est pas accuser les familles. Ça veut dire accuser plutôt un système social qui ne porte pas suffisamment certaines familles pour les aider à être auprès du jeune de façon adéquate. Et puis, bien sûr, là aussi, le niveau socio-économique est un facteur majeur dans l'existence des carences éducatives. Parfait. Merci.